Bonjour à tous, du coup, bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Je vois qu'il y a des petits pouces qui se lèvent, donc ça veut dire qu'a priori, le son passe bien pour vous qui êtes à distance. Alors, on est à peu près, je crois, euh, peut-être autour de 200 ce matin ensemble sur cette thématique. Dominique Angler, qui est juriste en droit social, qui va vraiment être au cœur du sujet ce matin sur les évolutions réglementaires qui vous touchent, vous, en tant qu'employeur. Voilà, moi je me présente, donc je suis également en charge des logiciels de paye et de gestion RH chez Isapay. Et puis il y aura également Karine avec nous ce matin, qui est l'experte au niveau commercial de ces solutions-là et qui pourra, si besoin, à l'issue de ce webinaire, échanger avec vous. Voilà, donc merci Dominique, merci Karine d'être ici ce matin. Bon, du coup, je vais démarrer effectivement. Donc, on va parler rapidement en fait des évolutions là qui nous impactent en début d'année. Donc, effectivement, tout le monde le sait, hein, on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, la valse des gouvernements. Du coup, tout a mis beaucoup de temps et on a eu enfin en début d'année les évolutions. Donc, on va parler déjà de la loi de financement de sécurité sociale, hein, plutôt que loi de finances, puisque c'est plutôt ce qui va nous impacter. Un point sur les avantages en nature, puis la refonte des contrats d'apprentissage qui nous permettra d'arriver, puisqu'il y a des nouveaux CERFA, sur les informations. Souvent, c'est quelque chose qui est passé un petit peu à la trappe au niveau des entreprises concernant les informations à remettre aux collaborateurs à son arrivée. Donc, si on enchaîne tout de suite sur la loi de financement de sécurité sociale, plusieurs points sur au niveau de la loi qui est arrivée donc en début d'année 2025, hein, puisqu'elle a été totalement approuvée le 17 février, et elle introduit notamment des modifications qui sont structurelles et qui vont affecter le coût du travail avec les exonérations et les réductions de cotisations salariales et patronales. À partir de 2025, effectivement, la loi de financement de sécurité sociale, elle prévoit un abaissement des plafonds de réduction de cotisations maladie et de cotisations des allocations familiales alors pour la première, pour les réductions de cotisations maladie. L'abaissement du plafond de rémunération, il passe de 2,5 SMIC à 2,25 SMIC et pour les allocations familiales de 3,5 SMIC à 3,3 SMIC. Donc, juste quand on prend la rémunération jusqu'à 2,25 SMIC maintenant, le taux est de 7% et au-delà, il passe à 13%. Pareil sur les allocations familiales, jusqu'à 3,3 SMIC, le taux est de 3,45%. Il est donc allégé, alors que au-delà, c'est le taux normal de 5,25%. Donc ça a un vrai impact sur les cotisations effectivement qui vont être. Surtout que l'intégralité, c'est une réforme en 2 temps qu'on a. Cette réforme, effectivement, elle prévoit une évolution à partir de 2026 aussi, avec la suppression totale de ces allègements de cotisations et une refonte des réductions de cotisations qui sont la deuxième mesure, ce qu'on appelait en fait anciennement les réductions Fillon, qui sont les réductions bas salaire. Donc c'est bien la refonte totale des allègements et des réductions de cotisations qui est en ligne de mire du gouvernement. Ce qu'ils veulent, hein, c'est une économie au global de 3,7 milliards. Ce premier palier en 2025, ça va faire environ, entre les allègements de cotisations et les réductions, il table sur un complément de revenus, effectivement, de 1,3 milliard. Donc on voit que c'est vraiment qu'une première step. Si on passe sur le deuxième point qui est la réduction de cotisation, les réductions de cotisation, en fait, j'ai 3 points. La loi de finances, elle met, si tu peux avancer, Karine. Merci. Elle revoit 3 paramètres. Le premier, c'est la réduction. Elle s'applique sur la rémunération qui est comprise entre le SMIC applicable
au 1er janvier 2024, majoré de 60%, et le SMIC en vigueur, majoré de 60%. Or, la valeur du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient et donc de la réduction générale pour 2025 n'est pas encore connue et il devra être précisé par décret. C'est un décret que nous n'avons pas encore. Donc, ça va encore évoluer. Le deuxième point, le deuxième facteur impacté, c'est la prime de partage de la valeur, la PPV, ce qu'on a connu au début, qui a évolué, qui était au début la prime Macron, et puis voilà, qui aujourd'hui va être intégrée dans la rémunération annuelle du salarié, laquelle doit toujours être, pour le calcul des réductions, inférieure à 1,6 SMIC. Cette intégration de la PPV, elle est effectuée pour déterminer le coefficient de la réduction, d'une part, et d'autre part, pour calculer le montant de la réduction. Et peu importe que la prime que l'on pourrait verser, enfin que l'on va verser, elle soit mise sur un plan d'épargne, puisque ça c'est l'évolution de l'année dernière, puisque maintenant quand on verse la PPV, on doit pouvoir proposer aux salariés qu'elle soit exonérée de cotisations, notamment de fiscalité, en la versant sur un plan d'épargne, un PEE, ou alors qu'elle soit touchée. Donc, elle rentre dans la rémunération à prendre en compte et donc forcément dans le calcul de la réduction. Et puis le troisième point, c'est la valeur de T qui est prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction. Donc, pour rappel, le calcul, c'est un calcul savant et selon la taille de l'entreprise, le coefficient, la valeur du coefficient effectivement est différente, puisque pour une entreprise de moins de 50, on est à 0,3194, alors que pour une entreprise dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, le coefficient est de 0,3234. Donc cette valeur de T, elle va être modifiée pour tenir compte de deux paramètres. Le premier, c'est la baisse au 1er mai prochain du taux de la contribution d'assurance patronale, d'assurance chômage, qui va passer de 4,5 à 4%. En fait, on supprime la CET qui était la contribution exceptionnelle temporaire qui nous a quand même été mise pendant 8-9 ans, mais ça y est, elle est supprimée, donc la cotisation repasse à 4%. Et le deuxième paramètre qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'actualisation du taux mutualisé de la cotisation accident du travail et maladie professionnelle, les AT-MP, qu'on n'a pas encore. Et ça, c'est deux décrets qui vont bientôt être pris, ils sont dans les tuyaux, mais on n'a pas encore les informations qui permettent de recalculer. Donc il y aura, comme elle est de toute façon annuelle, il y aura une évolution qui va arriver. Dernier point, c'est le plafond des indemnités de sécurité sociale. Alors, c'est pas totalement connexe, c'était pas dans la loi de finances, ça a été sorti au niveau de toutes les discussions. C'est bien arrivé par décret, mais c'est bien effectivement dans la même veine. Qu'est-ce que nous dit le texte? Il nous dit que c'est un abaissement du plafond des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 1er avril 2025. Pour mémoire, les règles antérieures, on avait une indemnisation à hauteur de 50% du salaire journalier. Et ce salaire, effectivement, il était calculé dans la limite de 1,8 SMIC, c'est-à-dire 3 243 euros. Alors évidemment, vous vous rappelez, c'est juste une porte ouverte. Les formules de calcul, on prend le salaire mensuel sur les 3 derniers mois qu'on reconstitue en rajoutant les primes, qu'on redivise pour avoir en fait ce salaire. Donc effectivement, selon la date à laquelle c'est, on peut dépasser effectivement assez facilement des fois ce montant. Du coup, il était avant de 3 243. Là, il l'abaisse, donc on garde toujours 50% du salaire journalier, mais on l'abaisse à 1,4 SMIC, c'est-à-dire que la limite, elle passe à 2522,52. Ça veut dire que je vous ai fait en fait un petit tableau. Le plafond journalier, en fait, maximum de l'indemnité journalière de sécurité sociale, elle passe de 53,22
36,31 maximum par jour à 41,47. Ça veut dire que si je prends un salaire par exemple de 3 000 euros, va y avoir une incidence de 7,86 par jour. Alors cette incidence, elle peut être pour le collaborateur, dans le cas où le collaborateur, selon les conventions collectives ou l'ancienneté, voilà, de plein de paramètres, il n'y a pas de maintien de salaire par l'employeur. En revanche, il va y avoir un impact pour l'entreprise. Et là, je vous renvoie effectivement aux conventions collectives et au statut du collaborateur de chacune en fait des catégories en cas de maintien de salaire, puisque les maintiens de salaire se font sous déduction des indemnités de sécurité sociale, qu'il y ait ou non subrogation. Donc forcément, s'il y a moins d'indemnités, il y aura plus de maintien de salaire. Et dans un troisième temps, potentiellement, ça va impacter nos contrats de prévoyance, puisque les contrats de prévoyance souscrits dans les entreprises, de complémentaires pour incapacité de travail, on est bien sur un montant qui est en général un pourcentage maintenu du salaire, sous déduction des indemnités, justement, ou du maintien de salaire qui est déjà fait. Forcément, les contrats de prévoyance pourront demain augmenter en fonction de cette évolution. Donc ça, c'est les grands principes qui ont été effectivement dégagés au niveau des évolutions sur loi de finances. Un autre point concerne donc les avantages en nature et notamment ceux pour les voitures. Aujourd'hui, j'ai une modification de l'évaluation des avantages en nature qui sont attribués sous forme de véhicule ou d'une borne de recharge électrique, avec une mise en place de modalités un peu spécifiques selon que le véhicule a été mis à disposition avant ou après. Et on vient d'avoir une précision en disant que effectivement les gens qui en bénéficiaient avant restent sous l'ancien régime. Juste rapidement, mais les conditions sont effectivement, il y a une vraie évolution puisque l'évaluation d'avantages en nature se fait différemment selon que le véhicule qu'on met à disposition est acheté ou il est loué avec option d'achat. S'il est acheté, c'est pareil, j'ai d'autres distinctions qui sont, est-ce que je prends en compte au moment de la mise à disposition les frais de carburant ou pas. De mémoire, on était avant sur un véhicule acheté à une évaluation de l'avantage qui était de 9% du coût d'achat pour les véhicules jusqu'à 5 ans et de 6% dans les autres cas, donc les véhicules plus anciens. Demain, on passe à 15% pour du coût d'achat, donc c'est bien, on augmente effectivement la prise en charge, donc qui vont augmenter les avantages en nature, et 10%. Et si j'ai la prise en charge des frais de carburant, j'avais du 12% avant, il passe à 20%. Et si je prends les véhicules plus anciens, j'étais à 9% du coût d'achat et je passe aujourd'hui à 15%, enfin je vais passer demain à 15%. C'est encore pire pour les véhicules loués avec option d'achat puisque j'avais auparavant, je prenais en compte 30% du coût global, donc le prix de la location plus l'entretien s'il y en a et l'assurance. Je passe à 50% demain. Et si on prend en charge les frais de carburant, quand j'étais à 40% en fait du coût global, je passe demain à être obligé de prendre en compte 67% du coût total en fait de la location. Donc j'ai une vraie augmentation. Ça peut représenter effectivement une augmentation en gros sur un véhicule qui peut dépasser, donc soumis à charge pour le collaborateur, qui pourrait être facilement, vu le prix des voitures, jusqu'à 200 euros par mois. Donc c'est quand même assez important. Alors après c'est que des cotisations, mais effectivement le coût de nos cotisations salariales pour le salarié et patronales forcément va augmenter. Dernier point, la réforme des contrats en fait d'apprentissage. Alors là effectivement une fois encore j'ai 3 points, j'ai le plafonnement des cotisations, j'ai les modifications des aides à l'apprentissage et j'ai la révision des formulaires CERFA. Si je prends le plafonnement des cotisations, donc là, on est bien sur
Avant, donc jusqu'en 2024, j'avais une exonération de la part de rémunération inférieure ou égale à 79% du SMIC en cotisation salariale et une exonération totale de CSG-CRDS. À partir des contrats conclus au 1er mars 2025, j'ai un abaissement du seuil d'exonération pour les cotisations salariales qui maintenant vont être dues à partir, sur toute la fraction qui excède 50% du SMIC. Et sur la CSG-CRDS, c'est un assujettissement de la partie de la rémunération au-delà de ces 50%. Un décret va venir préciser effectivement l'application de ces nouvelles règles, mais là, effectivement, on voit bien que pour les apprentis, il y a un vrai impact avec une baisse du net à payer, et il faudra voir effectivement, pour continuer à attirer des apprentis, ce que l'entreprise fait effectivement et ce que les branches vont réaugmenter en fait les valeurs en fait à prendre en compte, notamment sur les SMC. Le point là qui impacte plus les entreprises, c'est le deuxième point, c'est la baisse des montants des aides à l'apprentissage. Alors, on va revenir plutôt effectivement sur un retour à l'antérieur. On avait effectivement une aide unique jusqu'en 2024, une aide unique pour les entreprises de moins de 250 salariés. Si tu peux juste avancer, Karine. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Donc pour les entreprises de moins de 250 salariés, il y avait cette aide unique et qui concernait effectivement les diplômes ou finalités professionnelles équivalents au plus au baccalauréat. Elle était de 6 000 euros. Demain, elle passe à partir des contrats, effectivement, les nouveaux contrats à une baisse, elle perdure, mais elle baisse à 5 000 euros. Et puis, on avait cette aide exceptionnelle qui avait été mise jusqu'au 31 décembre 2024 et qui datait depuis 2020 pour inciter en fait les entreprises à conclure effectivement des contrats d'apprentissage et donc relancer l'apprentissage. Donc là, étaient concernées les entreprises de moins de 250 et les entreprises de plus de 250, avec effectivement des différences selon les diplômes qui étaient effectivement préparés. Maintenant, avec la réforme, il y a effectivement encore une baisse. Donc, pour les entreprises jusqu'à 250 salariés, qui sont donc la majorité là d'aujourd'hui des personnes qui sont avec nous, c'est une aide qui est réduite à 5 000 euros. Alors, sauf pour les travailleurs handicapés, où là, l'aide reste à 6 000 euros. Et pour les entreprises de plus de 50, cette aide, elle est effectivement réduite à 2 000 euros. En fait, c'est vraiment un retour quand même plus ou moins à l'antérieur. Et puis, on a dans le même temps un nouveau formulaire CERFA qui a été mis en place. Et la nouvelle version qui préparait effectivement ces évolutions, elle est depuis le 1er janvier. Alors, pourquoi ils sont rentrés en vigueur? C'est pour répondre déjà aux besoins justement concernant la RQTH. Donc, effectivement, les nouveaux formulaires permettent tout de suite de cocher si on embauche un apprenti qui a une reconnaissance de travailleur handicapé. Ça permet de simplifier, ça rentre en fait dans l'évolution avec les simplifications des démarches administratives. Et surtout, c'est pour réduire les risques d'erreurs qui retardaient ou qui annulaient l'obtention de certaines aides publiques justement pour l'alternance. Donc les nouveaux formulaires, en fait, ils sont bien en ligne et du coup, c'est bien les nouveaux qui sont à prendre depuis le 20 janvier. Du coup, comme c'est des nouveaux formulaires, on part je fais un petit peu le lien sur la dernière petite diapo qui sont les obligations de l'employeur, enfin de l'entreprise en matière d'aide à l'embauche. Alors, ces obligations, elles sont pas nouvelles, hein, c'est un petit rappel. Elles sont rentrées en application au 1er novembre 2023. Elles répondent à la transposition de la directive européenne
qui vise à assurer des conditions de travail transparentes et prévisibles et qui continue effectivement à évoluer dans le temps et à faire l'objet de transpositions. Et du coup, on a en fait différentes obligations et donc 14 informations principales qui ont été mises en lumière. Alors, je vous en ai mis en bleu et je vous en ai mis en noir. Celles en bleu, c'est celles qui doivent être prises normalement, en fait, communiquées dans un délai de 7 jours. Et les autres, celles qui sont du coup en noir, c'est celles qui doivent être retransmises dans un délai maxi de 30 jours. Donc, dans les délais, en fait, les informations principales qui doivent être transmises, je vais avoir quoi? Je vais avoir l'identité des parties, je vais avoir le lieu de travail, c'est-à-dire le lieu où le salarié exercera ses fonctions. Donc, pas le lieu de rattachement administratif. Par exemple, effectivement, sur une entreprise de BTP, bah, ça va être effectivement le chantier ou les chantiers en fait dans une région donnée. Je vais avoir tout ce qui concerne le titre, le coefficient, la catégorie, la qualité d'emploi, mais un peu plus fort avec une description du poste occupé par le collaborateur. Qu'est-ce qu'on attend de lui? La date de début de contrat, le jour effectif de l'embauche, pas la date de conclusion du contrat. La date de fin de contrat si c'est un CDD, la durée, les conditions de la période d'essai, y compris renouvellement. Je vous rappelle que si on veut pouvoir renouveler un contrat de travail, il faut obligatoirement l'avoir prévu dans le contrat initial. La durée de prévenance en cas de rupture pendant la période d'essai de l'employeur, mais aussi du collaborateur qui est différente en fonction de la durée en fait de la période d'essai. La rémunération, attention, on parle bien là des détails, des éléments constitutifs du salaire, c'est-à-dire y compris les heures supplémentaires s'il y en a, la périodicité, les modalités de paiement, mais aussi en fait est-ce que j'ai des primes, est-ce que c'est quoi mon salaire de base, est-ce que j'ai un 13e mois conventionnel ou pas, la durée du travail. Et puis sur les autres en fait qui sont à mettre dans les 30 jours, ben là c'est les procédures applicables en cas de départ de rupture du contrat de travail, démission, licenciement, rupture conventionnelle, garantie effectivement de procédure, les congés payés, durée, modalité, calcul, modalité de prise, les informations sur la formation professionnelle que sont les actions mises en œuvre ou prévues par l'entreprise. Tout ce qui concerne la protection sociale, c'est-à-dire les régimes obligatoires URSSAF, MSA, la retraite complémentaire, retraite supplémentaire s'il y en a, et tout ce qui est protection sociale, prévoyance et mutuelle, frais de santé, y compris effectivement la date de remise aux collaborateurs des documents, puisque vous savez que on est obligé de leur remettre les informations concernant les garanties qui leur sont proposées et les décisions unilatérales qui sont l'acte juridique fixant l'obligation en fait de l'entreprise. Et puis enfin, alors là c'est juste pour les entreprises qui ont recours au travail temporaire, le nom des entreprises utilisatrices pour. Bien évidemment, depuis, on a eu un arrêté en fin 2024 qui a mis à disposition des modèles de documents pour que les employeurs puissent utiliser effectivement, qu'ils puissent utiliser pour les transmettre aux collaborateurs. Deux petites vigilances. Première vigilance, c'est les informations transmises, elles doivent l'être. Enfin, c'est plutôt une vigilance, pas deux. L'employeur doit remettre un document qui indique les modifications s'il y en a. Donc, c'est pas qu'au moment de l'embauche. Et deuxième point, attention, ces mesures, elles sont pas contraignantes pour le moment. C'est-à-dire que on risque pas d'avoir une amende. En revanche, si effectivement ça n'a pas été fait, le collaborateur peut agir, demander la remise des documents en référé au prud'homme. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va devoir mettre en demeure son entreprise qui a 7 jours pour répondre. Donc, si ça n'a pas été fait, effectivement, on a encore la possibilité de le faire. Voilà, je suis désolée, j'ai été très vite, mais le temps est contraint et l'actualité était un peu riche avec le début en fait d'année.
Merci Dominique, en tout cas c'était très clair. Alors on a pas mal de questions. Alors peut-être ce que je propose, c'est parce qu'il y a plusieurs questions qui se rejoignent. Moi je peux refaire un petit point à date, notamment de ce qui est géré dans Isapay, et puis après on prendra vraiment les questions plus métiers réglementaires où tu pourras répondre Dominique. Donc je reviens, il y avait des questions autour de la réduction des cotisations. Donc est-ce que ça va être intégré dans Isapay ou pas? Donc ce que moi avec les échanges que j'ai eu avec notre équipe là récemment, c'est que la mise en conformité de la réduction générale des cotisations patronales de 2025, qui donc dépend de la loi de finances de sécurité sociale, sont en cours de paramétrage, voilà. Que les dernières décisions, en fait, elles ont été prises là mi-mars, donc c'est assez récent, et que le décret concernant la valeur du SMIC, lui, ne va paraître que fin mars, donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, c'est pas encore à jour, mais ça le sera donc bientôt, puisque le paramétrage est en train d'être fait pour qu'il soit actualisé au plus vite dès que le décret sera passé. Au niveau des IGSS, donc pour l'instant effectivement c'est pas géré dans le logiciel. Si je reviens un petit peu aussi au niveau des voilà, au niveau de la refonte des contrats d'apprentissage, donc pareil c'est en cours d'analyse puisqu'on a eu donc toutes les informations, enfin les dernières informations au 13 mars, et donc pareil le paramétrage sera envoyé sur une prochaine mise à jour. Et c'est la même chose pour le plafonnement sur les cotisations. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre un petit peu aux questions que j'ai vues concernant sur l'articulation entre ce que tu nous présentes, Dominique, et puis ce qui peut se passer dans le logiciel. Si c'est pas assez clair les réponses que j'ai apportées, bah n'hésitez pas à reformuler votre question et puis on y répondra si on peut là, ou alors je reviendrai vers vous dans un deuxième temps si on n'a pas tous les éléments de réponse. Sur la partie plus métier, alors je vais regarder. Donc si on reprend je vais regarder un petit peu au fil de l'eau. Alors là, je sais pas trop si c'est, on va dire, matière ou produit. Alors, il y avait une question au début de ta présentation sur comment est-ce que la régularisation sera gérée. Comment faire pour les salariés qui sont sortis en début d'année. Alors, je sais pas si ça te parle, Dominique, ou c'est peut-être la manière dont on fait ça dans le logiciel. Sachant que je ne sais pas si cette personne qui a posé la question peut-être peut repréciser sur quel sujet c'était, puisqu'on a balayé plusieurs sujets avec Dominique. Là, comme ça, tu comprends Dominique ou pas? Peut-être pas. Oui, oui, je comprends. Oui, Euh, Effectivement, en fait, la c'est question, plus. ben, en fait, on n'a pas les régularisations, elles sont annuelles et effectivement, la question, c'est de savoir, ben, en fait, ça devrait être précisé justement par le décret pour savoir, en fait, est-ce que ça veut dire refaire des calculs par rapport aux salariés dont ils sont sortis en reprenant les réductions auxquelles ils ont eu droit et les recalculer sur des blocs de DSN. C'est pas encore déterminé, effectivement. En général, il y a, une fois que les décrets sont connus pour les gens qui sont sortis, normalement, ils essayent de pas faire d'impact. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien, effectivement, sur ce point. Et le boss ne précise pas. D'accord. Le boss, juste, effectivement, c'est le bulletin officiel de sécurité sociale. Alors après, j'avais une autre question. Qu'en est-il de la valorisation des congés payés qui ne doivent pas impacter les réductions Fillon quand le montant de l'indemnité de congés payés est supérieur au maintien de l'absence pour congés payés? Je suis pas sûre d'avoir, là, c'est des règles qui sont plutôt payes. Et je m'avancerai pas en fait à regarder ce qui est pris en compte. Je vais botter en touche en fait. Je vais faire joker. Pas de souci. Ben, c'est plus des règles Alors, de pure que des règles de droit social. Donc là, il faudra regarder effectivement. Il faudrait que j'étudie. Je vous dirai une bêtise là dans l'absolu en répondant. d'accord. Merci Dominique. Alors, une autre question concernant la PPV. Donc, c'est une personne qui est en une association. Est-ce qu'on est obligé de proposer une épargne salariale pour faire en sorte que la PPV soit exonérée? Alors, Voilà, sachant que la personne n'avait pas trouvé de texte de loi sur cela. bah, si, si, en fait, c'est bien les évolutions qui ont lieu aujourd'hui. Quand on met en place la PPV, il est obligatoire et du coup, on avait, non, enfin, on a obligatoirement si on a des règlements de PE
pour d'autres cas, on est déjà obligé effectivement, en fait, parce qu'on a mis en place volontairement aussi, hein, même pour des petites sociétés, des accords en fait d'intéressement, de participation, ça peut arriver. Hein. On a des petites sociétés qui le font, des très petites pour heure récompensée, puisque ça permet d'exonérer. Donc effectivement, ils le font. Donc il faut mettre à jour nos règlements de PE pour pouvoir avoir ce versement dedans de la PPV, et c'est obligatoire sous les mêmes conditions. Donc effectivement, tout le monde doit avoir mis en place. Alors ce que je présente, enfin, ce que je préconise, hein, c'est dans ces cas-là une petite société, les organismes notamment bancaires qui vont être avec vous proposent en fait des PEI qui sont des plans d'épargne inter-entreprises avec effectivement tout l'arsenal, le règlement pour aller avec. Et du coup, ça permet, et du coup, on doit pouvoir proposer obligatoirement à nos collaborateurs de verser cette prime avec les mêmes conditions de blocage que dans le cadre d'un intéressement participation, effectivement, et le verser sur ce PE ou PEI, évidemment. D'accord. Merci. Alors, on a d'autres questions sur les arrêts maladie. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce que ce que tu as mentionné s'applique pour les arrêts maladie qui débuteront après le 1er avril ou également pour ceux qui sont déjà en cours aujourd'hui et qui courent sur avril, voire plus? Alors, normalement, ça devrait concerner pour tous les arrêts maladie, c'est-à-dire qu'ils vont, en fait, il y aurait une baisse. Sauf qu'il y a une telle levée de bouclier déjà qu'ils sont en train de regarder en disant que le bulletin officiel de la sécurité sociale devrait préciser tout ça, puisqu'il y a des recours qui sont déjà faits en fait pour éviter. En fait, ils sont passés par décret. Ils l'ont sorti, et c'est pour ça que ça a été sorti de la loi de financement de sécurité sociale en fait, parce que personne n'était d'accord entre les sénateurs et l'Assemblée nationale. Du coup, ils ont sorti ça en disant c'est pas possible effectivement que on baisse l'indemnisation qui soit faite pour des arrêts antérieurs à ce moment-là. Donc à voir, à suivre. À date, il devrait en fait recalculer. Ce qui a été dit, c'est qu'il voudrait recalculer le plafond d'indemnisation. Je suis pas sûre que ça tienne. Merci. Alors, je prends une autre question. Donc, attendez, hop. Toc, toc, toc. Alors, concernant le plafond des ANV, est-ce qu'il change aussi? Non, le plafond, si, alors il ne change, je crois, le plafond de mémoire que pour les véhicules électriques. Mais sinon, pour moi, le plafond n'a pas changé. D'accord. C'est l'évaluation qui change, mais pas le plafond. Alors, une autre question plus sur la partie des informations pour les salariés. Est-ce que les 14 informations que tu as mentionnées sont valables pour les moins de 10 salariés, pour les structures avec moins de 10 salariés? Les entreprises. Les entreprises. D'accord. Effectivement. Juste sur ce point, je rassure quand même beaucoup, effectivement, normalement, figure dans les contrats de travail. Et il y a tout un tas de points qu'il est possible, effectivement, enfin, sur lequel on peut répondre à l'obligation en renvoyant à la législation ou à la convention collective. Je ne sais pas, les congés payés conformément à l'article X de la convention ou alors par rapport, voilà, il est possible quand même de pas avoir quelque chose de très. Moi, ce que je vois effectivement dans les plus petites structures, par exemple, si je prends les délais de prévenance, bah, il y a souvent en fait qui sont intégrés maintenant dans les contrats ou alors en annexe des copies d'écran du délai de prévenance de la convention collective. D'accord. Alors, on va reprendre encore quelques questions. Alors, c'est vrai qu'on en a encore pas mal, donc on va pas pouvoir tout prendre. Donc, je vais essayer d'aller chercher quelques questions peut-être sur des sujets
Alors toujours sur la partie des véhicules, les véhicules qui sont mis à disposition avant le 1er février 2025, est-ce qu'ils sont concernés par la revalorisation de l'avantage en nature Non, ou est-ce que c'est seulement les véhicules à non, compter du 1er février? alors non, alors c'était vraiment ça a été une justement on avait en fait le mystère du texte vu comme il était dit, on se disait c'est à partir du 1er février. Or le boss a précisé très dernièrement puisque l'information est parue la semaine dernière le 13 mars sur lequel il précise que c'est bien la mise à disposition à compter du 1er février. Donc, les personnes qui en bénéficient, qui ont eu une mise à disposition avant, on reste sur l'ancien système. D'accord. Ok, bon merci en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Alors j'ai pas pu prendre toutes les questions, on essaiera de revenir vers vous par écrit. Je voulais juste laisser aussi le temps à Karine de faire un petit peu aussi la présentation des outils qu'on propose pour vous accompagner, pour mieux gérer cette partie réglementaire. Donc Karine, je te laisse prendre le relais. Je vais juste arrêter le partage pour repartager le bon écran. Donc, dans les outils que je vais vous présenter surtout l'outil e-collaboratrice qui va répondre à une grande partie, surtout le dernier point qui a été présenté par Dominique. Et d'ailleurs, je la remercie par rapport aux différentes présentations qu'elle nous a faites. Et surtout, ces 14 points d'informations qu'il faut transmettre à son salarié, soit dans un délai de 7 jours, soit dans un délai de 30 jours. Au niveau de la solution e-collaboratrice, c'est une solution d'accompagnement RH, donc en amont des payes, mais qui est aussi utilisée en lien avec Isapay pour pouvoir transmettre l'ensemble des informations et des variables de paye. C'est une solution qui est 100% full web, donc c'est pour ça aujourd'hui je vous fais la présentation à partir d'un navigateur et donc du coup on peut l'utiliser soit sur son ordinateur, sur une tablette ou alors sur un téléphone portable. Pour pouvoir rentrer dans e-collaboratrice, on aura juste à mettre une identification et un mot de passe pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, e-collaboratrice est un outil qui va vous permettre notamment de faire des contrats de travail qui sont conformes au niveau réglementation et qui vont avoir l'ensemble des informations nécessaires pour avoir un contrat de travail qui vous protège, vous, en tant que hop, je retrouve mes mots, qui vous protègent en tant qu'entreprise et chef d'entreprise et qui vont permettre également de protéger vos salariés. Il faut savoir que le contrat de travail, comme l'a répété Dominique tout à l'heure, est un document qui est indispensable, surtout dans le cas où vous avez des CDD. L'absence de contrat de travail peut générer une requalification de celui-ci en CDI et donc avec des impacts pour vous qui pourront être importants. Au niveau du logiciel e-collaboratrice, pour pouvoir créer un nouveau contrat de travail, on va simplement faire ajouter. On va aller sélectionner un salarié et on va pouvoir déterminer par rapport à la convention collective ou le département différentes informations. Et ensuite, on va pouvoir lui attribuer un statut, un type de contrat. Donc, au niveau d'e-collaboratrice, on vous propose vraiment toute une liste de contrats divers et variés, que ce soit des CDI, donc temps complet, temps partiel, ou alors les CDI intermittents, mais également tous les CDD qu'on peut retrouver dans l'ensemble des activités, que ce soit agricoles ou autres. Et donc, je vais prendre par exemple l'exemple d'un CDI à temps complet. Je fais suivant. Et là, je vais juste avoir une succession de questions auxquelles je vais devoir répondre pour pouvoir créer mon contrat de travail. Donc, avec, dans les informations qui étaient demandées, la date de début qui doit être renseignée. S'il y a une période d'essai, les informations concernant la durée de la période d'essai, sachant qu'en fonction du type de contrat ou du type de qualification que vous allez avoir, la période d'essai peut être différente. Là, on aura une petite aide pour pouvoir vérifier que la période d'essai que vous préconisez, que vous indiquez dans votre contrat de travail, correspond à la réglementation. Et ensuite, les autres informations qui étaient nécessaires, l'échelon, le type de travail,
comment on est organisé au niveau de la durée du travail, la rémunération. Si y a une rémunération variable en plus de la rémunération fixe, et donc comment elle devra être acceptée. Donc ces informations, voilà, en fonction de la réponse que vous faites, il y aura des zones qui seront masquées ou non. Information par rapport au permis de conduire si c'est indispensable. Si c'est pas indispensable, si le permis de conduire est indispensable, des précisions sur le type de véhicule qui sera mis à disposition. Tout ce qui est aussi le thème sur s'il y a des accords sur la durée de travail. Si le salarié est détaché également à l'étranger, donc par rapport au lieu de travail du salarié. La proposition de son planning au niveau de ses horaires. Si on lui propose l'adhésion à la mutuelle, sa nationalité, et également si l'entreprise est sous vidéosurveillance. Et si vous répondez oui, vous devez indiquer les lieux où il y a de la vidéosurveillance. Et enfin, si il y a des clauses de concurrence et si l'entreprise fait le dédit de formation. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, le logiciel va vous proposer de pouvoir générer votre DPAE qui sera envoyé directement. Et vous allez pouvoir télécharger le contrat de travail. Donc, je vais aller vous chercher un exemple de contrat de travail que j'ai fait. Le temps que ça télécharge. Hop, pour vous montrer un peu à quoi ressemble le contrat de travail. Hop là, je le change pour que vous puissiez le voir. Donc, on a vraiment tout le contrat de travail qui va vous être mis à disposition, qui est rédigé par rapport à votre salarié. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir un document déjà qui est conforme à la réglementation pour la création de l'ensemble de vos salariés et qui va vous protéger et protéger également le salarié. On pourra aussi y rajouter d'autres annexes si vous avez besoin de rajouter différentes annexes par rapport à l'organisation de votre entreprise. Donc voilà déjà un des premiers points, tout ce qui est contrat de travail au niveau du logiciel e-collaboratrice. Autre information importante, comme vous l'a dit Dominique, il y a des documents qui sont à transmettre dans les 30 jours et qui doivent être également transmis par rapport à s'il y a une modification au niveau de ces documents au fur et à mesure du contrat. Avec e-collaboratrice, on va vous permettre d'avoir tout ce qui est affichage obligatoire. Il est encore en train de générer mon petit contrat. Donc, du coup, hop, ça va arriver. En attendant, il y a quelques petites questions. Il y a une petite question, du coup, si tu veux, Karine, notamment, alors c'est vrai qu'on a des clients qui sont déjà équipés IsaPay aujourd'hui, qui me demandent un petit peu quelle est la différence entre ce qu'on propose là avec l'option e-collaboratrice et ce qu'ils ont déjà dans IsaPay au niveau du contrat de travail. Voilà. Alors, au niveau du contrat de travail que vous avez dans IsaPay, c'était des modèles qui ont été faits il y a déjà quelques années et qui sont pas mis à jour. Donc, les contrats de travail que vous avez dans IsaPay, moi, je vais avoir tendance à vous dire de ne pas les utiliser parce que ils vous protègent pas en tant que chef d'entreprise et il n'y a pas toutes les clauses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le contrat de travail d'e-collaboratrice. Donc, je vous invite vraiment plutôt à repasser sur e-collaboratrice pour avoir ces contrats de travail qui sont à jour. Il faut savoir que nos juristes font des mises à jour régulières au niveau de ces contrats de travail et font des relectures des différents paragraphes qu'il peut y avoir dans les contrats de travail pour pouvoir les réadapter par rapport à tout ce qui est évolution au niveau réglementaire, que ce soit autour de la protection des données, autour de la gestion des congés, enfin vraiment, toutes ces informations-là sont mises à jour de façon régulière dans e-collaboratrice. Ok, sur la partie contrat de travail, du coup, tu voulais montrer la partie affichage obligatoire peut-être, puis on reprendra quelques questions. Je vois qu'on arrive presque à la fin du temps. D'accord, très bien. Il faut savoir qu'au niveau entreprise, vous avez également des obligations par rapport à tout ce qui est affichage obligatoire au niveau de vos salariés. Vous devez mettre à disposition
normalement dans leur local un espace où ils vont pouvoir lire certaines réglementations, par exemple sur tout ce qui est interdiction de fumer et tout ça, mais vous devez aussi leur fournir des informations, d'autres informations, la convention collective, le règlement intérieur. Si il y a un document unique par rapport à tout ce qui est évaluation des risques, vous devez aussi leur mettre à disposition. Si ils ont un accident, quelle est la procédure qu'ils doivent suivre. Également tout ce qui va être les guides sur les faits religieux ou la lutte contre le harcèlement. Donc tout ça, on sait que sur les petites entreprises, c'est pas forcément évident de les avoir. Avec e-collaboratrice, vous avez un espace qui peut être partagé avec vos salariés dans lequel vous allez pouvoir mettre à disposition justement toutes ces informations et même beaucoup plus d'informations enfin, tous les documents que vous voulez mettre à disposition du salarié. Et vous avez aussi un petit espace dans e-collaboratrice pour pouvoir partager des documents aussi avec vos salariés directement. Donc, vous êtes conforme par rapport à l'affichage obligatoire et par rapport à la transmission et la mise à jour de documents en temps et en heure avec cette solution. Et il reste 4 minutes et je vois qu'il y a pas mal de questions. Est-ce que tu veux que je fasse encore un autre point ou tu veux qu'on réponde aux questions? Je pense que c'est pas mal d'essayer de répondre aux questions au vu du temps. Donc, hop, tu veux les prendre directement ou tu préfères que je te les lise? Je vais juste me remettre dessus. Donc, si on regarde un tout petit peu au niveau des contrats de travail, hop, je suis désolée, il faut que je laisse un peu. Donc, oui, la question c'est est-ce qu'on pouvait faire des contrats de travail dans les collaboratrices une fois qu'ils sont enregistrés, est-ce qu'ils peuvent être à effet rétroactif? Alors, peut-être que Là, du coup, on peut faire des contrats de travail. Je ne sais pas si un contrat de travail peut être un effet rétroactif. Là, je demande à Dominique si elle a cette information-là. J'ai l'impression que non, mais alors, ton micro est coupé, Dominique. La question, c'est, tu arrives, donc oui, la il n'y a question pas de c'est souci. La question, du Voilà. coup, donc la question c'était finalement si la personne fait les contrats de travail maintenant dans les collaboratrices, est-ce qu'ils peuvent être à effet rétroactif? un contrat de travail à effet rétroactif. Alors, attention, un contrat de travail, en fait, effectivement, c'est on va dire un accord en fait entre deux personnes. Hein, donc c'est un contrat en fait de synalagmatique, hein, ce qu'on appelle effectivement de conclusion. Là où on doit forcément, ça doit être on ne peut pas conclure un contrat. Enfin, il y a deux contrats qui sont obligatoirement écrits et avant en fait, ou dans un temps très limité, ce sont les CDD, parce que sinon le risque, c'est effectivement qu'il y ait une requalification en CDI, et les contrats à temps partiel, où là, effectivement, j'ai besoin d'avoir des clauses très spécifiques. Sinon, un contrat, effectivement, on peut toujours dire on acte aujourd'hui quelque chose qui sera effectivement mis en place, qui a été mis en place un petit peu avant. Donc oui, ça peut être effectivement dans certains cas assez limité, effectivement rétroactif. Par exemple, vous actez effectivement là pour le 1er avril une rétroaction, je vais dire, sur de la rémunération pour une augmentation à partir du 1er janvier dernier, il va falloir effectivement, vous pouvez le mettre là, le signer aujourd'hui et que ça soit rétroactif au 1er janvier, oui. D'accord. Alors, je vois juste qu'on arrive, merci Dominique, je vois juste qu'on arrive un petit peu à la fin de l'échange. Alors, ce que je propose, ce que je vous propose, c'est tout simplement peut-être de nous dire, hop, je vais repasser sur les sondages. S'il y a des personnes là qui souhaitent avoir plus d'informations, tout simplement sur le produit collaboratrice, n'hésitez pas à vous manifester, comme ça permettra à Karine peut-être d'abord de répondre un peu plus aux questions que vous posiez qu'on n'a pas pu toutes prendre, éventuellement de vous présenter l'option, les niveaux de prix, voilà.
Donc, n'hésitez pas à compléter. Et puis là, j'attends que vous votiez. Et puis, je vais vous envoyer, parce que c'était aussi des questions que certains d'entre vous avaient posées en début de webinaire, je vais vous renvoyer le PDF donc, de ce qu'a présenté Dominique au niveau des évolutions réglementaires. Et puis, un petit bonus qu'on vous a préparé avec Karine et Dominique sur les informations obligatoires. Là, c'était la dernière partie évoquée par Dominique. Vraiment les informations obligatoires à transmettre à vos salariés. Donc, vous avez fait une petite checklist. Donc, je vais également vous transmettre ça là tout de suite dans la conversation. Donc, restez encore 5 minutes avec nous. Et Voilà, en j'attends attendant, juste, je vois qu'il y a encore des personnes qui votent. Vas-y, Karine. Ouais. voilà, je vais dire deux, trois petites. J'ai vu quelques questions passer. Donc, Eh ben, e-collaboratrice, vas-y. c'est une Ouais. option complémentaire à Isapay. Donc, oui, effectivement, il y a un coût par rapport à la mise en place d'e-collaboratrice en plus d'Isapay. Mais ça, on pourra en reparler ensemble si vous êtes intéressés. Il y a un lien entre Isapay et e-collaboratrice au niveau de la fiche de salarié et les communications vont dans les deux sens. Donc, d'e-collaboratrice vers Isapay et d'Isapay vers e-collaboratrice. Et oui, e-collaboratrice permet de gérer également les contrats saisonniers. Un grand merci pour Dominique et Karine pour votre participation. Et puis, merci à vous tous d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, au Merci, revoir. belle Bonne journée. journée. Au revoir.